BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Est-ce que toutes les mesures adoptées dans les États membres de l'Union européenne pour faire face à la crise du Covid-19 étaient bien légales? C'est la question que pose le groupe écolo au Parlement européen. On va parler de ce sujet-là pendant quelques minutes avec notre invité politique du jour. C'est Saskia Brikmont qui est députée européen, donc, ou députée européenne pour le parti écolo. Bonjour Saskia Brikmont, merci d'être avec nous. Si vous posez la question, c'est que vous avez un doute? Tout à fait. On a un doute parce que beaucoup de mesures ont été prises dans l'urgence et étaient justifiées au moment de l'éclatement de la crise et dans une inconnue à ce moment-là, notamment lors des premières mesures de confinement un peu partout en Europe. Et très vite, on s'est rendu compte que ces d'urgence ont été prises sans véritable contrôle démocratique, sans contre-pouvoir. Et petit à petit, donc on a demandé à des professeurs de droit de réaliser une étude qui s'est concentrée sur 4 domaines parce qu'il fallait qu'on concentre un peu les recherches. Et effectivement, il apparaît que dans la grande majorité des États membres, il y a eu des violations de l'état de droit, du respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Et donc, à mesure exceptionnelle, situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, mais elles doivent malgré tout être contrôlées démocratiquement. Et puis maintenant, on doit un peu tirer les leçons de ce qui s'est passé et voir au niveau législatif ce qui doit être adapté pour assurer qu'un cadre soit bien mis en cas de nouvelles crises et pour que les droits fondamentaux soient respectés en cas de crise sanitaire ou autre. Voilà, alors on a une connexion qui n'est pas terrible, mais on a compris l'essentiel de ce que vous avez dit. J'espère qu'on va pouvoir continuer cette interview dans de bonnes conditions. Question suivante que j'ai envie de vous poser. On parle souvent de la Hongrie et de la Pologne, par exemple, comme étant des États problématiques d'un point de vue du droit. Est-ce que votre questionnement et les conclusions à laquelle vous arrivez avec cette étude que vous venez de mentionner, elles concernent ces États-là ou est-ce qu'elles concernent l'ensemble des États et y compris, par exemple, la Belgique? Donc, on a analysé la situation dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne au travers de 4 questions qui sont le respect de l'état de droit, le respect des procédures d'asile, la protection des données et la libre circulation. Sur les questions de asile et libre circulation, la Belgique est pointée du doigt pour avoir pris des mesures qui sont contraires à la loi. En matière d'asile, par exemple, les personnes qui sont en procédure de retour et qui doivent être retournées, refoulées, n'ont le droit d'être détenues que s'il y a une limite temporelle à la détention. Or ici, avec la suspension des mesures, des procédures d'asile, il n'y a pas de limite temporelle pour ces personnes qui sont donc détenues sans savoir jusque quand elles vont l'être. Donc c'est contraire au droit par rapport à la libre circulation et tous les transfrontaliers pourront le confirmer. Il y a eu effectivement atteinte aux droits et libertés fondamentales liées à l'existence de frontières. Et donc on touche ici aux questions Schengen, au code Schengen, qui prévoit une série de dispositions même en cas de crise et il faut s'assurer que les mesures prises ne soient pas disproportionnées et qu'elles permettent aux droits fondamentaux des citoyens d'être respectés dans d'autres dimensions, notamment l'équilibre des pouvoirs, donc entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Là, on voit qu'il y a eu un glissement des pouvoirs vers l'exécutif, et particulièrement dangereux en Pologne, en Hongrie, où là, c'est carrément l'indépendance du judiciaire qui a été mise à mal. Et dans ces pays-là, la crise a été utilisée pour prendre des mesures encore plus drastiques et liberticides. Et donc, ça prouve bien que l'Union européenne doit aussi se doter d'outils, de mécanismes pour intenter des procédures d'infraction. On va revenir en détail sur un ou deux points de ce que vous venez de dire. Je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à la libre circulation des personnes, puisqu'on a vu effectivement au moment du premier confinement, c'était au mois de mars, qu'on avait rétabli les contrôles aux frontières, qu'on avait aussi interdit les déplacements et donc on avait même fermé les frontières à un certain moment. On n'est plus tout à fait dans les frontières fermées, mais on est dans des voyages qui sont fortement décommandés, sauf cas exceptionnels. Ça veut dire que ça c'est une restriction, la libre circulation. Est-ce que c'est pas logique quand
quand on dit vous ne devez plus sortir de chez vous et vous devez faire le moins de kilomètres possible, de fermer les frontières, ça vous semble disproportionné ? Donc ça a été disproportionné lors du premier confinement. Aussi par un manque de concertation entre les États membres. Je pense que chaque État, à ce moment-là, s'est replié sur lui-même pour gérer la crise au mieux et qu'il faut à nouveau, une fois de plus, en tirer les leçons. Et maintenant, on constate davantage de coopération, de concertation entre les États avant d'avoir pris des nouvelles dispositions aux frontières. Mais néanmoins, la Commission européenne a publié des recommandations en matière de gestion des frontières. Et je pense que chaque État reste un petit peu ciblé sur lui-même. Avant tout, ici, les débats se posent sur réouverture ou non des magasins et quid des espaces transfrontaliers où on sait que les populations d'un pays iront dans l'autre pays pour faire leurs achats si les magasins restent fermés en Belgique. Je crois que là, une concertation est indispensable pour faire en sorte que les mesures appliquées soient identiques et les plus proches possibles. Et puis, ayons aussi confiance dans les personnes qui ont l'habitude de traverser la frontière qui n'est plus censée exister, parce que je vous rappelle qu'on habite dans un espace de libre circulation pour les personnes aussi, et pas que sur le plan économique, et qu'elles puissent aller faire leurs achats de l'autre côté de la frontière, tout comme elles le font en respectant les consignes chez elles. Ouais. Donc, je pense que là, il y a effectivement une disproportion dans les mesures adoptées. Ouais, et il n'y a pas que les achats, il y a aussi les réunions de famille, parce que notamment à Bruxelles, il y a quand même beaucoup de Bruxellois qui peuvent avoir de la famille ailleurs. Je voudrais vous poser une autre question, c'est sur la notion d'état d'urgence, puisqu'on est en train de parler de liberté fondamentale et de notions juridiques aussi. Est-ce que ça ne veut pas dire que les institutions européennes doivent se doter d'un cadre, mesures exceptionnelles, état d'urgence, qui permettrait de légaliser et de codifier un petit peu tout ce qu'on doit faire en cas de crise ? C'est ça la solution ? Oui, tout à fait. La solution, c'est en tout cas qu'il y ait un mécanisme de coordination européen et de gestion de crise, qu'elle soit sanitaire ou autre, parce que d'autres types de crises peuvent nous arriver, et que les États membres jouent le jeu, dans le sens où qu'ils jouent le jeu de la coordination, et l'Union européenne doit avancer maintenant en tirant les leçons de ce qui s'est passé et en faisant l'analyse de ce qui s'est passé dans les différents États membres, avancer vers une harmonisation des législations européennes en matière de mesures d'urgence pour aussi assurer un cadre commun. Et ce cadre doit rester basé sur nos valeurs et nos libertés fondamentales, prévues d'ailleurs par les traités et qui sont tout l'enjeu des discussions actuelles sur le budget avec la Pologne et la Hongrie. Ouais, une dernière question sur cette étude et sur vos craintes, c'est ce qui concerne la protection des données, notamment dans le cadre des applications contre le Covid-19, Stop Covid en France, l'application Corona Alert chez nous. Il y a eu des dérapages, clairement, dans certains États membres là-dessus ? Donc la majorité des États membres a veillé à ce que la protection des données soit assurée, au caractère non obligatoire, à l'anonymisation des données. C'est le cas de la Belgique notamment. Dans d'autres pays, comme une fois de plus les deux qu'on a cités, la difficulté se situe au niveau de la contrainte et de l'obligation de fournir les données. Donc là-bas, on n'avait pas le choix, il fallait s'inscrire. Oui. Voilà, et l'utilisation des données qui n'est pas strictement balisée et qui pourrait servir à d'autres fins. Et on voit que quand il y a des dérives démocratiques et autoritaires dans des pays comme ceux-là, eh bien, on peut se demander à quelles fins vont être utilisées les données personnelles. Et donc là, on peut effectivement davantage craindre pour le respect des droits. Voilà, donc conclusion de votre groupe politique, il faut plus de transparence et se préparer à d'autres crises, le cas échéant. Je voudrais vous poser une autre question, Saskia Brikmont, il nous reste une minute. Je voudrais connaître votre sentiment alors que les négociations sur le Brexit, donc le départ du Royaume-Uni, sont en train de s'enliser. Ce serait une catastrophe, notamment pour la Belgique, notamment pour Bruxelles, de votre point de vue de député européen, s'il n'y avait pas d'accord sur le Brexit cette semaine ? Une catastrophe, oui, dans le sens où les conséquences, notamment économiques, seront lourdes s'il n'y a pas d'accord. Donc c'est tout l'enjeu depuis le début de ces discussions d'éviter le no deal. On sait que l'accord doit aboutir au 31 décembre, qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions sur la table en matière de level playing field, donc le fait que la Grande-Bretagne respecte une série de normes communes pour le moment, environnementales, sociales, fiscales, pour éviter un dumping et que ce soit le moins-disant qui l'emporte et que la compétitivité ne soit pas juste, la concurrence entre les entreprises européennes et
au Royaume-Uni ne soit pas juste. On sait qu'il y a déjà toute une série d'entreprises qui ont quitté le Royaume-Uni. Un no deal risquerait de renforcer cet aspect-là et surtout aussi le fait qu'on se retrouve du coup dans une relation commerciale avec un pays tiers, le retour des quotas, le retour des barrières tarifaires avec toutes les conséquences que ça aura sur le milieu économique et entrepreneurial. Donc il vaudrait mieux un accord, mais on n'espère pas un trop mauvais accord, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Saskia Bricmont d'avoir été avec nous. Vous êtes députée au Parlement européen pour le Parti écolo. Merci à vous.